Et nous avons Thomas Ferrier par téléphone. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Un Européen parle aux Européens. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie pour ce nouveau livre journal des Européens, Déconfinés. En hommage à Dominique Vénère, mort le 21 mai 2013, je vous propose une émission un petit peu particulière qui sera une relecture, par mes soins, de l'histoire de l'Europe, des origines à sa future disparition. Sauf si. Alors, vaste programme, me direz-vous, en 1h30 de parler de toute l'histoire de l'Europe. Et je vais commencer dès le départ avec l'aventure de l'homme européen, Homo sapiens europaeus. En effet, il est de coutume de nous dire que nous venons tous d'Afrique. Et cette idée n'est pas si vraie. Homo erectus, effectivement, il y a plusieurs millions d'années, est apparu en Afrique de l'Est. Certains Homo erectus sont restés sur place, d'autres sont partis à l'aventure vers l'Europe, vers l'Asie ou vers l'Océanie. Ces populations vont s'adapter à leur nouveau lieu de vie. Elles vont évoluer, se transformer. Elles vont se sapientiser. Sapientiser, ça veut dire devenir sages. Elles vont devenir ce que nous sommes, des hommes modernes, avec plusieurs stades. L'homme sapiens archaïque de l'Europe. Il apparaît sous le nom d'Homo antecessor en Espagne. Et ensuite, il va évoluer en deux branches cousines. L'homme de Néandertal, hyper adapté au climat glaciaire, mais qui ne survivra pas. Et l'homme de Cro-Magnon, qui est apparu dans les steppes de l'Europe de l'Est, alors non prise par les inlandis, non prise par les glaciers. C'est notre ancêtre. L'homme de Cro-Magnon est Homo sapiens europaeus. Et il n'est pas venu d'Afrique, mais il est né en Europe, d'évolution d'espèces antérieures qui, elles, venaient d'Afrique. Là est toute la subtilité. Cet homme moderne européen va être celui qui va peindre les grottes de Lascaux. Et c'est celui qui va ensuite, des millénaires après, établir les mégalithes Dolmen et Menhir comme le site magnifique de Stonehenge, une prouesse technologique pour l'époque. Mais les mégalithes et Stonehenge ne sont que la partie occidentale de la même civilisation qui bâtira le temple d'Archaïm, temple archaïque en bois de la Russie de l'époque. Il est aussi de coutume de dire que les Européens n'ont pas inventé l'écriture. L'écriture serait née à Sumer, au cœur de la Mésopotamie. C'était vrai jusqu'à ce qu'on découvre les tablettes dites de Vinca et de Tartaria dans les Balkans, où on retrouve de nombreuses caractéristiques écrites d'écriture, les chiffres de 1 à 5, et un certain nombre de symboles bien connus de l'Europe, drous solaires et autres symboles d'extrogir qui vont avoir une réputation positive ou négative au fur et à mesure de l'histoire. Cette écriture de Vinca prouve que les Européens ont inventé l'écriture avant les Sumériens et avant toutes les autres civilisations. Il y a de quoi en être fier. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait évoquer de l'homme préhistorique de l'Europe, le passage au néolithique avec la découverte de la culture du blé et la mise en place de sociétés sédentaires. L'homme européen abandonne le nomadisme des steppes pour s'implanter définitivement sur une terre et y fonder sa famille et s'y enraciner jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi tous les peuples d'Europe, un peuple est plus exceptionnel que les autres peut-être. Il est à l'Europe ce que les Gaulois sont à la France. Les savants du XXe siècle appellent ce peuple les Indo-Européens ou Proto-Indo-Européens. Les hommes du XIXe siècle les appelaient Ariens. Et aujourd'hui, ce peuple, on lui a même retrouvé son nom originel. Un peuple se donne parfois un nom à lui-même, ce qu'on appelle techniquement un auto-ethnonyme. Par exemple, nous on parle des Allemands, mais les Allemands se désignent comme Deutschen. Ce peuple s'appelait les Arios. Arios, d'une vieille racine ar, qui veut dire les braves ou les nobles. Ce peuple est à la base de tous les peuples d'Europe, ou presque, puisque toutes nos langues viennent de la langue de ce peuple. Car ce peuple nous a apporté deux choses fondamentales. Une langue et une religion. Cette langue indo-européenne, eh bien, elle va donner le latin, le grec, et par extension, toutes les langues d'Europe, comme les langues germaniques, les langues celtiques, ou encore les langues slaves, tout simplement. Alors, ces Indo-Européens nous donnent aussi une mythologie, car les dieux de la Grèce classique et de Rome, mais tout autant ceux de Scandinavie ou du monde celtique, sont aussi les héritiers de ces 33 dieux et déesses indo-européens originels.
car 33 est un chiffre symbolique. Le chiffre 3, comme Dumézil va le montrer avec la trifonctionnalité indo-européenne, est un chiffre sacré. Cette trifonctionnalité, qu'est-ce donc que cela? Eh bien, la division médiévale entre les oratores, ceux qui parlent, les prêtres, les bellatores, ceux qui combattent, et les laboratores, ceux qui labourent les champs, évidemment. Première fonction, la souveraineté politique. Deuxième fonction, la guerre. Troisième fonction, la production. Alors, ce vieux schéma indo-européen va survivre jusqu'à nos jours, parfois sous des masques divers et variés. Mais les Indo-Européens nous offrent autre chose. Ils nous offrent les bases de la démocratie. Car ils ont bien sûr un Rex, mais le Rex n'est pas un roi, c'est une sorte de président d'assemblée élu par le peuple. En effet, les Indo-Européens ont inventé la République et la démocratie. Ce n'est pas rien. Et nous sommes toujours leurs héritiers sur ce plan. Alors, c'est bien beau de parler des Indo-Européens, mais il faut parler ensuite des peuples qui vont naître de ces Indo-Européens et des rencontres qu'ils vont faire. Évidemment, certains de ces Européens-là vont aller en dehors de l'Europe. Ils vont fonder deux nouvelles civilisations, l'Iran et l'Inde. L'Inde du Nord, en tout cas. Mais ils sont peu nombreux, ils arrivent dans une population bien plus nombreuse, ils leur imposent leur dieu, ils leur imposent leur langue, mais ils se mêlent rapidement et prennent la coloration locale, si on peut dire ainsi. Même s'ils mettront en place en Inde des castes pour essayer de limiter ce processus. Mais il est inexorable. Alors, ces Indo-Européens vont descendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce. La Grèce n'était pas peuplée d'Indo-Européens. Elle était peuplée de peuples qu'on appelle les Égéens. Et la plus grande civilisation de cet espace, c'était la Crète minoenne, du nom de Minos, roi de légende. La Crète minoenne était une société également démocratique, avec des palais. Et ces palais, pendant très longtemps, on a cru que c'était des palais royaux. On a pensé que c'était destiné à une famille noble. En réalité, ces palais appartenaient au peuple tout entier et servaient pour des banquets et pour l'assemblée du peuple, par exemple. Cette Crète minoenne, malheureusement pour elle, va disparaître par une catastrophe qui laissera une mémoire indélébile dans l'esprit des peuples. La catastrophe dite de Santorin, ou Terra. C'est une île volcanique sur laquelle va s'effondrer une partie de la zone volcanique sur elle-même, déclenchant ce qu'on appelle un raz-de-marée, un tsunami, qui va ravager les côtes de la Méditerranée orientale. Or, les palais de Knossos, par exemple, sont proches de la mer. La civilisation minoenne ne s'en relèvera pas. Les Mycéniens, qui sont donc des Grecs, qui viennent d'arriver, vont pouvoir conquérir cette Crète sans difficulté. Mais en s'en emparant, ils vont s'en inspirer. Ils vont reprendre l'écriture des Crétois qu'on ne sait pas traduire, le linéaire A, et inventer une nouvelle écriture, le linéaire B, qui retranscrit du grec, tout simplement. Et on retrouve dans les tablettes de Mycène, de Knossos ou de Thèbes, les vieux grecs classiques d'Homère, tout simplement. Alors, ces Mycéniens, qui sont-ils? Ce sont donc des Grecs qui viennent d'arriver et qui viennent au Péloponnèse, tout simplement, et qui viennent des Indo-Européens. Alors, ces Grecs vont donc se moderniser. Cette Grèce mycénienne va former un royaume, le royaume des Achéens, que les textes hittites appellent Ariyawa. Et évidemment, il y a quelque chose qui va se passer. L'empire hittite, dont je viens de parler à l'instant, est aussi d'origine indo-européenne, mais il s'est inspiré des cultures orientales dans lesquelles il s'est installé. Et il y a une toute petite ville de la côte égéenne qui s'appelle Wilusa. Wilusa, les Turcs aujourd'hui l'appellent Hisarlik et les Grecs anciens l'appelaient Ilion. C'est tout simplement la ville de Troie. La légende veut que les remparts de Troie aient été bâtis par Apollon et Poséidon en personne, punis par Zeus pour essayer de prendre le pouvoir. Héraclès, selon la tradition, aurait réussi lui aussi à conquérir la ville. Mais c'est par le texte d'Homère, l'Iliade, qu'on se souvient de l'héroïsme d'Achille ou du pouvoir d'Agamemnon. En réalité, il n'y a pas eu 10 ans de guerre, mais probablement un pillage rapide de 2 jours, maximum. Le roi hittite s'en plaint. Il écrit ainsi au chef des Achéens, au roi des rois d'Ariyawa, dont le nom est mystérieux, qui était peut-être ce fameux Agamemnon, pour se plaindre de ce pillage, en dénonçant un acte d'inimitié. Mais Mycéniens et Hittites vont connaître le même sort, la ruine, par l'invasion de ce qu'on appelle les peuples de la mer. Étaient-ils indo-européens, partiellement en tout cas? Étaient-ils les Doriens, les fameux Doriens venus du nord de la Grèce qui allaient détruire ces palais mycéniens? Peut-être.
La Grèce mycénienne s'effondre, les palais sont brûlés, l'écriture est perdue, on tombe dans les âges obscurs. Ces âges obscurs dont la Grèce ne se relèvera qu'à partir du 8e siècle avant notre ère. L'acte fondateur de la Grèce, l'acte mythique de la Grèce et de l'Europe n'est pas rien. C'est une bataille essentielle de notre histoire, tout simplement les guerres médiques. Et je vais vous lire le passage que j'ai écrit à ce propos pour l'émission. La petite Grèce face à un immense empire né des conquêtes de Cyrus. Les cités grecques de la côte asiatique sont soumises depuis longtemps au grand roi. Mais Darius sait que la Grèce continentale soutient leur révolte, comme celle menant à l'incendie de Sardes. Il veut mater cette Grèce rebelle. Mais ces troupes sont laminées dans la plaine de Marathon par les hoplites athéniens, menés par Thémistocle. L'empire est fort, certes, mais une défaite à ses frontières fragilise sa domination. C'est une démonstration de force que Xerxès organise. 300 000 soldats pour rayer de la carte les cités grecques qui ont infligé un camouflet à son père. Une immense armée au sol, mais une non moins immense marine que Poséidon frappera d'une sévère tempête pour en diminuer le nombre. Aux Thermopyles, les portes chaudes, l'élite des combattants du Péloponnèse attend de pied ferme les immortels de Xerxès. 300 Spartiates menés par Léonidas, 500 otages thébains, car Thèbes préfère jouer la carte perse, mais qui feront leur devoir, et 3000 Argiens, Messéniens et Thespiens. Le reste de la troupe est à l'arrière, tandis qu'Athènes évacue les anciens, les femmes et les enfants, et mobilise tous les hommes valides sur les navires de guerre. Un traître révèle un passage de contournement aux Perses. Ceux-ci encerclent les Grecs, qui chantent le péant pour se donner du courage, et vont se battre jusqu'à la mort, héroïquement. Leur sang est une offrande à Arès, le dieu des combats. Celui-ci, ainsi, choisira le camp de la Grèce. À Salamine, la marine grecque athénienne et spartiate est bien ordonnée. Elle est prête, elle va écraser la marine perse et pourchassera les navires jusqu'au cap Mycale où elle les coulera, afin que plus jamais la Perse ne s'aventure sur la mer Égée. Mais les troupes perses au sol sont toujours présentes et sans opposition. Elles brûlent Athènes pour venger Sardes et l'échec de Darius. La cité sera reconstruite plus belle encore. Alors, en 479 avant notre ère, aux portes de Platée, les hoplites de la Grèce entière, Spartiates de Pausanias et Athéniens de Thémistocle, côte à côte en première ligne, se jettent sur l'armée perse de Mardonios. Pour un Grec mort, 10 Perses tombent. L'ange de la victoire zoroastrien, Vérétragna, ne peut rien pour ces hommes. C'est Arès qui inonde la plaine de leur sang. Ainsi, la Grèce, rempart de toute l'Europe, triomphe de l'Orient qui voulait la soumettre. Mais évidemment, toute victoire a un prix. Les Grecs ont été capables, effectivement, de s'unir, comme je viens de l'expliquer. Mais pour une victoire temporaire. Car une fois que l'Empire perse renonce à ses conquêtes, il change de stratégie. Il finance abondamment les Spartiates. L'or perse va inonder Sparte. Pourquoi? Parce que la menace vient d'Athènes, essentiellement. Et les Athéniens vont tomber dans l'excès, eux aussi, parce qu'ils sont vainqueurs, certes, mais ils vont abuser de leur victoire. Ils vont mettre sous coupe réglée toutes les îles du Péloponnèse, toutes les îles de la mer Égée et les cités du Péloponnèse. Et Sparte va en prendre ombrage. Les Athéniens sont forts, certes, mais pour combien de temps? Ils construisent les longs murs pour se protéger de toute attaque. Et une marine exceptionnelle qu'ils vont utiliser pour mater la Sicile. Et ils vont connaître un désastre. Eh oui, les Athéniens sont vaincus, la marine grecque sombre. C'est le moment, bien sûr, que les Spartiates choisissent pour lancer leur attaque. Alors, les dieux seront favorables, puisque les Spartiates bénéficient d'une peste qui va terrasser Athènes au moment même où ils attaquent. Périclès, le grand Périclès, va mourir. Il laissera son nom à son siècle, mais il mourra de la peste. Sparte gagne, Athènes est vaincue, les longs murs sont rasés, une tyrannie des 30 est mise en place, et elle restera quelques années. Sparte vient de gagner, Sparte a maté Athènes. Sparte, là aussi, vainqueur, s'imagine dominer la Grèce. Mais ils oublient les Thébains, ces discrets Thébains qui n'ont pas beaucoup bougé. Ces Thébains n'ont rien fait, ils n'ont pas lutté contre les Perses, mais ils se sont renforcés. Les guerres entre Athènes et Sparte les ont fragilisés, les Thébains en ont profité. Les Spartiates ont un gros problème, l'oliganthropie. Ils ont une cité très hiérarchisée, où seuls les citoyens sont des guerriers professionnels. Mais s'il y a hémorragie, s'il y a une défaite terrible, alors Sparte ne peut pas s'en remettre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les Thébains vont attaquer les Spartiates, l'armée spartiate va être écrasée, et Sparte jamais plus ne se relèvera. Alors les Thébains sont vainqueurs, mais ces divisions entre Grecs fragilisent l'ensemble.
Il y a un royaume au nord discret, qui s'appelle la Macédoine. Ces Macédoniens se sentent grecs, mais les Grecs ne les sentent pas tels. Et il y a Philippe. Philippe a un appétit de conquête. Un appétit de conquête d'autant plus démultiplié qu'il a été informé, en lisant Xénophon, que l'empire perse voisin est désormais très fragile et prêt à tomber. Philippe veut unir la Grèce, non pas pour accomplir le rêve d'Isocrate d'une Grèce unie au-delà des cités et dynamique, mais pour la soumettre. Soumettre la Grèce et ensuite conquérir la Perse. Philippe sera assassiné, Alexandre le remplacera. Thèbes sera rasée par les Macédoniens, ni plus ni moins, perte incommensurable. La Grèce perd sa liberté, seuls les Spartiates sont laissés de côté, mais ils sont très isolés. Les Athéniens sont vaincus, Démosthène est condamné à mort et exécuté. Alexandre le Grand va donc accomplir son rêve. Il va attaquer l'Empire perse et il va gagner à chaque fois. Granique, Gaogamélès, des victoires systématiques. Il rentre à Babylone et finalement le Shah d'Iran, Darius III, fuit. Il va se réfugier dans les montagnes d'Afghanistan. Il sera trahi et est tué. Alexandre, à ce moment-là, devient le nouveau Shah d'Iran. Il essaie d'unir la Grèce et la Perse, organise même des mariages entre la noblesse gréco-macédonienne et les femmes de la noblesse iranienne. Tous ces mariages divorceront à peine Alexandre mort. Alexandre a conquis l'Orient comme le dieu Dionysos dans la légende, jusqu'à l'Inde. Il revient à Babylone et rêve de faire la même chose qu'Héraclès en Occident. Conquérir Carthage, repasser par la Gaule, vaincue à ce moment-là, conquérir Rome et retourner en Macédoine. Unir l'Occident et l'Orient. Pour l'avenir de l'Europe, il fallait qu'il échoue. Pour l'avenir de l'Europe, il fallait qu'Alexandre meure. C'est ce qui va se passer à Babylone, qu'il meure de maladie ou qu'il meure empoisonné. Son rêve s'éteint avec lui. Cauchemar mondialiste, d'une certaine manière, si on y réfléchit bien. Alexandre mort, les généraux d'Alexandre se partagent son empire immense, le découpent avant que les Parthes, des Iraniens nomades, remplacent les Perses et, se substituant à eux, recréent l'empire perse sous une autre forme. Ces Parthes, évidemment, vont avoir un rôle important dans l'histoire de Rome. Alors, la Grèce est tombée dans le monde hellénistique, elle perd son âme, son identité est remplacée par des Graécoulis, des petits Grecs d'Égypte et de Syrie. Et la Grèce n'attend plus que son vainqueur, et son vainqueur s'appelle Rome. Voilà la deuxième partie de l'exposé sur l'Antiquité qui vient maintenant. 753 avant notre ère. Le légendaire Romulus, fils de Mars, fonde Rome. Il a vu 12 vautours qui annoncent 12 siècles de prospérité pour sa cité. Après 3 rois étrusques, Brutus l'Ancien lève le poignard ensanglanté de Lucrèce humilié. La République naît de l'expulsion du dernier Tarquin. Avec son armée de citoyens, Rome s'empare peu à peu de toute l'Italie. Même de la Gaule cisalpine d'où Brennus, vainqueur des Romains, était venu. Elle s'oppose peu à peu à la Carthage phénicienne, qui revendique elle aussi la domination de la Méditerranée occidentale. Hannibal a Portas. Rome est au bord de sa chute, mais Hannibal hésite. Scipion, lui, n'hésitera pas. Carthage sera détruite comme Caton l'espérait. À Zama, l'armée de Carthage est décimée. Le sol sera salé pour que plus rien ne repousse. Une à une, chaque monarchie hellénistique se rallie à Rome. La Grèce est conquise ou libérée, selon Paul Émile, en 56 avant notre ère. Pompée et Crassus posent les pieds en Judée. Et Crassus tente de vaincre l'armée des Parthes. Il mourra, la gorge pleine de ces torts dont on le disait si friand. César, le troisième homme de ce triumvirat, conquiert la Gaule face à son ancien lieutenant Vercingétorix. Et franchira ensuite ce Rubicon devant lequel tout général vainqueur devait pourtant s'arrêter. César rêve d'égaler Alexandre et lui aussi de vaincre les Parthes. Il se croit invincible, protégé par les dieux. Il évite de se dire roi, mais sait qu'il l'est déjà. Dictateur perpétuel, et demain, on le met en garde contre un complot, contre sa vie. Il n'y croit pas. Ou il se croit au-dessus de tout, et de tous. Il rentre au Sénat et 30 poignards l'atteignent. Il s'effondre face au buste de Pompée, Hubris, Némésis. C'est Auguste qui donnera au nouveau siècle son nom. Auguste rebâtit 82 temples et élargit l'Empire avec la conquête de l'Égypte. Les Julio-Claudiens sont en revanche bien médiocres. Tiberius à Tibérime, Tibère dans le Tibre, Caligula tué et Néron contraint au suicide. Vient le siècle des grands empereurs, de Trajan, conquérant de la Dacie, à Marc Aurèle, empereur philosophe. Un siècle d'or et de victoire. Mais viennent les temps sombres, les Germains commencent à s'attaquer aux frontières. Jadis, ils avaient d'ailleurs écrasé les légions de Varus, piégées dans la forêt de Teutobourg par la trahison d'Arminius. Commode assassiné, Pertinax tente de ressusciter la vieille République. Mais ce sont des empereurs syriens qui s'imposent.
Le fleuve Oronte, fleuve d'Asie, déferle réellement sur le Tibre. Rome n'est plus dans Rome. Un demi-siècle d'Orient, et viennent enfin les empereurs illyriens, sauveurs de la Rome italique. Dès, Valérien, Galien, Aurélien, et enfin Dioclétien. Les légions triomphent à nouveau, mais l'Empire est fragile. En son sein, profitant des moments de doute et de faiblesse de l'Empire, la religion chrétienne a progressé en Orient, chez les anciens ennemis de Rome, à Carthage, à Antioche, à Alexandrie. En choisissant le christianisme, ils disent non à Rome, en disant non à ses dieux. Le christianisme pénètre peu des consciences européennes. Mais Dioclétien, qui gouverne surtout la partie orientale de l'Empire, ne veut pas que les dieux se détournent de Rome. Il pense que les chrétiens, en refusant d'honorer ces derniers, mettent le peuple romain en danger. Il les réprime. Depuis Marc Aurèle, la foule crie dans les stades « Christiani et Leones », les chrétiens au lion. En réalité, la peine réservée aux chrétiens les plus entêtés est la mine de sel, sort à peine meilleur. Mais peine rare, beaucoup de chrétiens font les gestes qui sauvent et vont ensuite se confesser. Jusqu'au moment de Constantin. Alors, qui est donc ce Constantin, si ce n'est le premier empereur chrétien et celui qui fera que, justement, l'Empire romain changera de religion? Ce cas Constantin, qui est-il donc? Sans la conversion de Constantin, pas de christianisation de l'Europe. Cas de l'Arménie excepté, premier royaume chrétien sous l'impulsion de Tiridate. La christianisation est un moment fort de l'histoire de l'Europe, par l'abandon des divinités indo-européennes au profit du dieu monothéiste des Judéens. Malgré des foyers intenses de christianisme en Orient, Antioche, Alexandrie, Carthage, chez les anciens ennemis de Rome, le christianisme était quasiment inexistant des provinces européennes, réduite à une communauté à Rome très limitée. L'empereur Maxence, qui gouvernait Rome, était un païen déterminé, voulant assurer la renaissance de sa cité. Et en émule d'Auguste fit reconstruire bien des temples. Mais il ne réprima jamais les chrétiens. Constantin, adepte du culte solaire après avoir été le dévot du dieu Mars, choisit d'ouvrir son panthéon au Christ, car il pense que Maxence est en position de force auprès des dieux de l'Olympe. Or, il est vainqueur au pont Milvius en 312. Le dieu chrétien semble bien lui avoir apporté la victoire. C'est donc en païen qu'il se fait chrétien. Constantin adopte le christianisme, mais en adaptant le christianisme à lui. Il attribue au Christ les fonctions et la symbolique de Sol Invictus. Celui-ci devient blond aux yeux clairs, conduit parfois le char du soleil, voire ainsi sa représentation à Saint-Pierre de Rome. Porte sur le cœur la roue de Mitra, la garde au nez et mère en Perse, qu'en Inde on appelle swastika. La naissance du soleil, le 25 décembre, devient la naissance de Jésus. De même que le soldi, le jour du soleil, devient le dimanche, jour de repos, qui se substitue au sabbat. Constantin christianise l'Empire, mais paganise le christianisme. Son fils et héritier païen, Crispus, sera exécuté par son père, sous de fausses accusations, à la suite d'un complot ourdi contre lui, auquel Constantin aura naïvement cru. Il faudra attendre le règne de Théodose, malgré la réaction païenne de Julien, dit l'apostat pour ses détracteurs, dit le fidèle pour ses amateurs, pour qu'en 392, le paganisme, pourtant majoritaire, soit interdit par la loi et réprimé. Il résistera néanmoins des siècles avant de s'éteindre dans le cœur des philosophes, puis des paysans. Alors, la fin de l'Empire romain s'annonce. Les dieux de Rome ont offert 12 siècles à Rome, ces 12 siècles ont eu lieu, et désormais c'est la chute. Paradoxalement, ce ne sont pas des Germains païens qui vont faire tomber Rome, mais des Germains chrétiens. Alaric, le chef des Goths, va réussir à s'emparer de Rome en 410, après Jésus-Christ. En 455, Genséric fera la même chose. Enfin, en 476, le jeune Romulus Augustus, surnommé Augustule par ses détracteurs, sera démis de ses fonctions et fera une retraite paisible jusqu'à la fin de ses jours. L'Empire romain d'Occident tombe et il est découpé par les vainqueurs, les Germains. Ces Germains n'avaient même pas envie de détruire l'Empire romain à l'origine. Pas du tout même. Ce qu'ils voulaient faire, c'est en hériter. Le paradoxe est là. La plupart des Germains chrétiens ont détruit l'Empire romain d'Occident, paradoxalement, alors que les Francs, restés païens, en ont été les défenseurs. L'ennemi viscéral de l'Europe était à nos portes. Il s'agissait d'Attila, qui pourtant est un nom germanique, qui veut dire petit père. C'est un surnom, bien évidemment. Attila fait peur aux peuples germaniques, et les peuples germaniques partent vers l'ouest, fuient ces Huns, et en fuyant, par accident, ils détruisent l'Empire romain, alors qu'ils n'en avaient pas l'intention. Évidemment, toute la famille européenne se réunit. Où ça? Au champ mauriaque, ou dit les champs cataloniques. Il y a des Celtes, il y a des Germains, il y a des Alains, des peuples d'Ossétie, il y a des Romains,
et tous ensemble, côte à côte, vont s'attaquer à Attila. Attila, bien sûr, a ses uns avec lui, mais aussi des mercenaires et des peuples vaincus germaniques et autres. L'Europe est face à lui, et l'Europe gagne, avec le chef, le général romain Aetius. À ses côtés, les Francs. Ces Francs auront un rôle à jouer, évidemment. Parallèlement à cela, la christianisation ça avance. Comme je l'ai dit, elle avance lentement. Elle va être désormais l'apanage des rois entre guillemets barbares. Pourquoi est-ce que ces rois barbares, depuis Clovis jusqu'à Mindaugas au XIIIe siècle, en Lituanie, choisissent le christianisme? Les raisons sont assez évidentes. La culture classique antique n'existe plus sous sa forme naturelle. Seuls les moines du VIe siècle l'ont sauvé. Ce que les moines du Ve siècle par fanatisme ont détruit, ce que les moines du VIe siècle par humanisme vont tenter de sauver. Là est le paradoxe. Les moines et les monastères sauvent les textes des bibliothèques. On en perd beaucoup, mais on s'en sauvera beaucoup aussi, grâce à eux. Alors, pour accéder à la culture classique, pour accéder à l'écriture moderne, pour accéder à la civilisation de la pierre et plus la civilisation du bois, quand on est un chef germanique, ou slave, ou balte, eh bien, on sait qu'il y a une porte d'entrée, une seule. Si on ne passe pas par le passage du christianisme, on n'accède pas à cette culture. Tant qu'on reste païen, l'Europe chrétienne nous combat, l'Europe chrétienne nous ferme la porte vers l'accès à la culture. Or, malgré tout, l'écriture moderne est bien supérieure à l'écriture runique. Et il est évident que ce passage au christianisme est une porte d'entrée nécessaire. La perte des dieux naturels, des dieux identitaires, vaut bien l'accès à une grande culture. Pour un roi germanique, le christianisme ouvre les portes de la Rome païenne. Pour accéder au paganisme gréco-romain, il faut passer par le christianisme. Là n'est pas le moindre des paradoxes. L'empereur Julien se serait retourné dans sa tombe, s'il en avait une. Et voilà comment tout cela a évolué. L'Europe devient chrétienne, mais attention, elle devient pagano-chrétienne. Pourquoi? Parce que le christianisme oriental aurait été rejeté naturellement par les populations européennes qui n'auraient pas vu d'intérêt à l'adopter. Il fallait que l'Empire romain devienne chrétien. Il fallait également que ce christianisme devienne païen. Les saints remplacent les dieux. Que le dieu chrétien et Jupiter ne soient qu'un, que le Christ et Apollon ne soient qu'un. C'est ainsi que l'Europe est devenue chrétienne et que le christianisme est devenu païen. C'était nécessaire. Alors, ce royaume germanique, il y a les Visigoths qui dominent essentiellement l'Espagne. Les Suèves, venus de Suède, qui dominent le Portugal. Les Visigoths, évidemment, dépassent l'Espagne et occupent une partie de la Gaule. Il y a des Ostrogoths, il y a les Vandales qui sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord. Il y a les Alamans qui vont donner le mot allemand en français. Et bien sûr, il y a les Francs. Or, ce sont les Francs qui vont unir l'ancienne Gaule et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient a survécu, lui, autour de Byzance-Constantinople. Il résistera pendant de nombreux siècles. Alors, ces Francs, qui sont-ils? Ce sont des gens qui sont les héritiers des Romains. Clovis ne cherche pas à construire une nouvelle nation. Clovis ne cherche pas à créer la France. Clovis cherche uniquement à être reconnu par les Byzantins, ce qu'on appelle encore Romains. Et comment faire? Les autres rois germaniques sont tous chrétiens, mais ils sont d'un christianisme dit arien, avec un I, de la secte d'Arius. Ils ne croient pas à la Sainte Trinité. Or, les orthodoxes, eux, y croient. Les orthodoxes sont fidèles à l'esprit de Constantin. Clovis va donc devenir orthodoxe. Et oui, tout le monde pense que Clovis devient catholique, mais le mot catholique n'a pas vraiment de sens avant le XIe siècle. Il devient orthodoxe, de l'orthodoxie nicéenne, du fameux concile de Nicée de 325 de notre ère. Paradoxe. Clovis devient donc orthodoxe, alors que les autres sont hétérodoxes. Il est reconnu comme consul romain par les Byzantins. Et à partir de là, lui et ses successeurs vont tenter de rallier tous les autres peuples germaniques, les Burgondes, les Flamands, les Visigoths. Tout cela pendant des années et des siècles, jusqu'à ce que d'autres Francs, les Carolingiens, prennent le relais. Oh, ces Carolingiens, ils sont maires du palais, mais c'est eux qui tiennent le pays, alors que les rois mérovingiens sont devenus très fades. Alors il y a Charles Martel. Mais avant Charles Martel, il faut rappeler une erreur tactique des Visigoths. L'Espagne est donc visigothe, effectivement. Et les rois visigoths, les princes visigoths se font des guerres acharnées. Jusqu'à ce qu'un fasse l'erreur fatale
d'appeler des mercenaires venus de l'autre côté de la Méditerranée. Des arabo-berbères musulmans. Il ne sait pas ce que c'est que l'islam, ce roi wisigoth. Il pense que ce sont simplement des mercenaires qu'il va payer pour gagner des batailles. Et les choses classiques se passent. Les mercenaires appellent du renfort de l'autre côté. Les mercenaires deviennent des envahisseurs. Tolède tombe, toute l'Espagne tombe, sauf la Galice, les Asturies, l'extrême nord, qui va servir d'abri à tous les Espagnols et Portugais qui vont fuir. Car en réalité, Al-Andalus, ce royaume d'Andalousie islamique, n'est pas un royaume mixte. La plupart des Européens chrétiens seront partis vers le nord. Ou alors, ils seront libérés rapidement, un siècle ou deux après. Il n'y a pas cette cohabitation tant vantée. Et il faudra évidemment lutter contre cela. C'est là que Charles Martel est important. Au moment où Charles Martel intervient, les arabo-berbères ont conquis l'Espagne en grande partie, et ils pourraient continuer le chemin. Ils testent ce principe de la razzia. On lance une attaque et on regarde s'il y a une réaction. S'il n'y a pas de réaction, on revient plus fort. S'il y a une réaction, on s'arrête. Il y a eu une réaction. Charles Martel bloque les Arabes. Oh, la bataille n'a peut-être même pas eu lieu. Il suffisait d'être présent, d'être face à eux, et de leur dire non, vous ne passerez pas. Et eux ne cherchent pas à aller plus loin, ils ne passeront pas. Charles Martel les a repoussés. Et désormais, les Francs deviennent le nom des Européens en général. Car lorsqu'on parle d'un franc, à l'époque, pour un Arabe, un franc, c'est un Européen, tout simplement. Ce sont les Européens qui ont bloqué cette invasion. Charles Martel, Charles le Marteau, Karl der Hammer, a fait son devoir. Il ouvrira la porte à Charlemagne. Qui est donc ce Charlemagne? Carolus Magnus, un empereur romain, tout simplement, d'Occident. S'il s'était marié à Irène, la princesse de Byzance, l'Empire romain était ressuscité et augmenté. Il n'en sera pas lieu. Charlemagne n'est pas seulement celui qui a inventé l'école, c'est celui qui a unifié l'Europe occidentale. Il domine le reste de l'Espagne libre, l'Italie, tout l'espace allemand, toute la Gaule, la Belgique, les Pays-Bas, jusqu'à la Pannonie, jusqu'à la Hongrie, jusqu'à plus loin. Il irrigue tout. C'est un royaume chrétien, européen. Et Charlemagne va laisser sa trace dans l'histoire pendant longtemps. Charlemagne, tout simplement, est le premier européiste, de fait, même s'il en aurait été le premier surpris. Car il a créé la première Europe politique. Certes, elle ne comprend pas toute l'Europe, elle ne comprend pas les îles britanniques, l'Irlande ou les royaumes anglo-saxons qui viennent de naître de la ruine de l'Empire romain. Évidemment, il ne comprend pas l'Empire byzantin. La Grèce, la Bulgarie et tous les pays des Balkans sont absents. Bien évidemment, pas la Scandinavie et pas le monde slave. Ce n'est pas une Europe complète, mais c'est l'embryon de ce qu'une Europe politique pourrait devenir. Tel est Charlemagne. Simplement, Charlemagne ne prévoira pas sa succession. Louis le Pieux héritera, seul héritier, mais ensuite l'Empire explosera en 3 morceaux. Une Francie occidentale, qui servira de matrice à la future France, une Francie orientale, qui sera l'Allemagne, et une terre du milieu, si on peut dire, la Lotharingie, qui donnera notre Lorraine, mais qui au départ part des Pays-Bas jusqu'à l'Italie du Nord. À l'issue de ce processus, l'Empire carolingien va s'effriter, il est temps pour la féodalité et la division, jusqu'au plus petit. Mais entre-temps, cet empire carolingien va tenter d'étendre la religion chrétienne et va se heurter à un ennemi nouveau, non prévu dans l'équation. Cet ennemi, eh bien, c'est tout simplement les Vikings. Que sont les Vikings? Ce sont les peuples scandinaves. Alors, ils se répartissent les missions. Il y a les Danois, qu'on appelle les Vikings noirs, les Norvégiens, qu'on appelle les Vikings blancs, et eux vont attaquer vers l'ouest. Ils vont piller les monastères, comme celui de Lindisfarne en 1793, peupler l'Islande, dominer les royaumes anglo-saxons, qui sont entre-temps devenus chrétiens, piller les côtes de l'Empire carolingien, et parfois s'installer, comme en Norvège, comme les Norvégiens, qui vont s'installer en Irlande, ou comme des Danois, dans le fameux Rollon, qui vont s'installer en Normandie, la terre des hommes du Nord, la Normandie. Ces Vikings sont des pillards, mais ce sont aussi des commerçants. Ce sont des gens qui pensent faire du profit sous toutes les formes. Ils n'hésitent pas à se faire passer pour chrétiens. En fait, tout simplement, ils demandent à leurs forgerons de fabriquer des marteaux de Thor lorsqu'il s'agit d'aller attaquer les monastères et des croix chrétiennes lorsqu'il s'agit de faire du commerce, parce qu'il est normalement interdit aux chrétiens de commercer avec des païens. Évidemment, les Vikings sont très opportunistes. Et ça leur va pendant un certain temps. Les Suédois, eux, vont plutôt faire que du commerce et vont s'intéresser à l'Est.
Ils vont naviguer sur les fleuves de la Russie d'aujourd'hui et rencontrer des peuples slaves. Et ils vont se dire que ça serait peut-être bien de s'installer. Alors ces Suédois, ces Varegs, font des cités, ou reprennent des cités existantes, comme Kiev, ou comme Novgorod, la nouvelle ville, et instaurer des nouvelles institutions. Les dieux scandinaves et les dieux slaves sont proches, le syncrétisme est naturel. Voilà la Rousse de Kiev qui naît sous l'auspice et sous l'augure, on va dire, des dieux germano-slaves. Les autres pays slaves restent païens et commencent à s'unifier tranquillement. Ils adopteront ensuite le catholicisme pour certains, ou l'orthodoxie pour d'autres, l'alphabet latin ou l'alphabet cyrillique. Les Bulgares et les Serbes adopteront l'alphabet cyrillique, les Tchèques et les Polonais l'alphabet latin. Les peuples baltes, lituaniens et lettons, restent de farouches païens. Ils le resteront bien longtemps. Ces Vikings, au bout d'un certain temps, vont se lasser. Ils vont avoir le sentiment d'être un peu trop frustres eux-mêmes. Ils vont avoir le sentiment qu'il est temps de progresser. Et ce que j'expliquais tout à l'heure sur le christianisme est vrai. Pour les peuples du Nord, il est temps de se civiliser. Pour eux, la civilisation romaine, la civilisation latine et chrétienne, s'ils n'adoptent pas le christianisme, ils n'y ont pas droit. Alors ils vont adopter ce christianisme. D'autant plus que les rois scandinaves y trouvent un intérêt. Ils constatent qu'avec la christianisation, les rois ont plus de pouvoir politique. Les institutions républicaines, les fameuses assemblées du peuple, les Thing, par exemple en Islande, le gênent. Avec le christianisme, le roi est presque tout puissant. Bien sûr, il y a le pape, mais le pape est loin. Alors, ça vaut le coup. Et donc, monothéisme et monarchie s'accompagnent naturellement. Le renforcement du pouvoir royal et du christianisme se font l'un l'autre en même temps, bien sûr, se renforcent l'un l'autre. Il y aura des réactions païennes, des princes païens qui voudront annuler ce qui a été fait, mais au final, le christianisme gagnera parce qu'il apparaît comme la modernité et le paganisme comme l'archaïsme. Évidemment, le paganisme gréco-romain aurait fondamentalement séduit les Vikings. Si l'Empire romain était resté païen, eh bien, les statues de Thor et d'Odin du 19e siècle de style classique auraient été faites au 11e siècle ou au 19e siècle. C'est ça qui aurait changé. Mais dans cette époque-là, le christianisme est la religion de Rome. Pour accéder à la culture antique, on devient chrétien, sinon la porte est fermée, tout simplement. Alors, ces Vikings vont devenir chrétiens eux aussi. Et au fur et à mesure qu'ils vont devenir chrétiens, ils vont arrêter de piller les monastères et vont finir par enrichir les monastères après les avoir pillés. Étrange histoire et ironie. Alors, le monde viking domestiqué rentre dans la chrétienté. Les peuples slaves, de leur côté, y accèdent également et commencent à s'organiser. J'ai parlé des Polonais, à l'époque on les appelle les Polanes. J'ai parlé des Tchèques. Tous les peuples slaves, au cours du 8e, 9e, 10e siècle, deviennent chrétiens. La Rousse de Kiev, elle-même, vers la fin du 10e siècle, adopte le christianisme. Vladimir, le roi des Ruthènes, qui deviendront les Russes et les Ukrainiens, décide de réformer son paganisme. Il voit bien que le culte des dieux slaves a du mal à tenir son rang face au christianisme. En 980, il honore ces dieux ainsi et construit des statues en l'honneur de Perun, de Volos et de ses autres dieux. 10 ans après, il détruit les statues qu'il a érigées, il les rase, il jette la statue de Perun dans un fleuve et décide de devenir chrétien. La légende veut qu'il ait hésité entre le judaïsme, l'islam, le catholicisme latin et l'orthodoxie grecque. C'est une légende. Sa grand-mère, Olga, est devenue grecque orthodoxe. Naturellement, il est impressionné par la richesse de l'Empire byzantin. Le monde latin lui paraît plus frustre. En plus, les Polanes voisins sont devenus catholiques. Un classique, si ton adversaire ou ton ennemi devient catholique, bah, tu vas choisir une religion opposée. Bien, ça sera l'orthodoxie, évidemment. Et ça va donner la matrice de la Russie moderne. La Russie, et j'en profite pour le dire maintenant, qui est un pays fondamentalement et naturellement européen. Alors, ces Vikings sont matés, il reste les Baltes. Et voilà que l'Europe en guerre contre tout le monde. L'Europe, d'abord, doit reconquérir l'Espagne. Les victoires de Tolède et d'autres victoires vont permettre cette reconquista. Et puis, en même temps, il faut vaincre les derniers païens d'Europe, malheureusement pour eux. Les Lituaniens, pourtant, païens, resteront invaincus. Lettons et Estoniens se convertissent de force. Les Lituaniens ne céderont jamais. Ils restent païens jusqu'en 1386. Rien de moins. Et pendant 2 siècles, ils vont tenir tête à toute la chrétienté d'Europe et à tous les chevaliers teutoniques.
ils resteront invaincus. C'est eux qui deviendront chrétiens par leur propre choix, le choix de leur roi, mais pas par la force des autres. La Lituanie devient chrétienne, elle fusionne avec la Pologne, devient un immense empire médiéval qui sera ensuite dévoré au fur et à mesure des siècles par l'avènement de l'Autriche-Hongrie, de la Prusse, c'est-à-dire de l'Allemagne, et de la Russie. Mais c'est une autre histoire. Voilà, l'Europe est devenue chrétienne, l'Europe est presque unifiée, elle est devenue cette république chrétienne qu'évoque Voltaire, mais elle est menacée. À peine l'Espagne libérée et la découverte des Amériques, les Ottomans lancent l'attaque. Oh, ils ne sont pas arrivés si tardivement que ça. Au XIe siècle, ils commencent déjà à s'implanter en Anatolie. Malgré l'héroïsme de la chevalerie arménienne, les Ottomans sont là. Les Byzantins vont commettre une grave faute eux aussi. Ils vont les prendre comme mercenaires pour lutter contre les mercenaires catalans qui se sont révoltés. Il eût mieux valu dédommager ces mercenaires catalans. Car l'armée turque s'installe à Andrinople, qui va devenir la ville turque d'Édirne, et bénéficiant d'un tremblement de terre propice, vont créer une base arrière en Europe. De cette base arrière, qui va être créée en Thrace, ils vont pouvoir conquérir les Balkans. Évidemment, il y a la grande bataille, magnifique bataille du Champ des Merles, Kosovo-Polier, en 1396, je crois. J'ai une bêtise, ou 1389, j'ai un trou de mémoire subitement. Cette bataille, évidemment, c'est toute l'Europe des Balkans, toute l'Europe balkanique qui s'unit. Il y a des Croates, il y a des Bosniens, il y a des Bulgares, il y a des Roumains, et il y a, côte à côte, Serbes et Albanais. Il ferait mieux, Serbes et Albanais d'aujourd'hui, de s'en souvenir. Cette bataille magnifique, évidemment, se solde par un match nul. Malheureusement, l'Empire ottoman n'est pas assez fragilisé. Mais il est ralenti dans sa démarche. Le peuple albanais, mené par le héros chrétien Skanderbeg, va résister longtemps. Il paiera le prix d'une conversion forcée beaucoup plus dure à l'islam. Et malheureusement, malgré l'intervention de la chevalerie de l'Ouest, les batailles de Nicopolis ou de Varna sont des échecs. Alors il reste Constantinople. Le roi Constantin, 11 Dragazès, est seul face à l'armée de Mehmed qui assiège la cité. Tous les combattants vont se battre jusqu'à la mort, y compris les marchands génois et autres italiens et les mercenaires catalans dont je parlais. Tous seront là aux côtés de l'armée byzantine. Ils seront massacrés. La ville tombe, les Turcs ont gagné, ils s'empareront de presque tous les Balkans et assiégeront à plusieurs reprises Vienne jusqu'à ce qu'un prince polonais, Georges Sobieski, leur donne la leçon. À partir de là, l'Empire ottoman ne fera que régresser jusqu'à conserver la petite trace actuelle et on se demande pourquoi l'Europe n'a pas été capable de récupérer ce petit territoire. Constantinople n'est pas très loin, finalement, en distance et en kilomètres de la Bulgarie et de la Grèce actuelle. Pourquoi a-t-on attendu? C'est un des grands mystères. Constantinople tombe, mais un jour elle sera reprise. Mais ça, ce n'est plus de l'histoire, c'est l'avenir. Alors, que peut-on dire maintenant? Eh bien, l'Empire ottoman, donc, s'implante et fragilise les Balkans. Je vais aller assez vite parce que, finalement, le temps passe. Alors, il y a, évidemment, la Renaissance. Elle est liée à ces Turcs, paradoxalement. Pourquoi? Eh bien, parce que beaucoup de savants grecs vont fuir vers l'Italie. Ils vont venir avec leurs textes. La Renaissance italienne n'est possible que par cette rencontre avec les textes grecs qu'apportent ces savants byzantins en fuite. Et c'est ainsi que la Renaissance italienne va naître. Bien entendu, elle a des prémices italiens, Dante, Boccaccio, et évidemment, elle va se développer dans la peinture, dans la sculpture. On pourrait citer Dante, Léonard de Vinci, Botticelli et tant d'autres. La Renaissance italienne irrigue toute l'Europe occidentale, forcément moins l'Europe orientale. La Russie est loin. Elle vient de se libérer à la fin du XVe siècle du joug des Tatars, car la Russie a été le rempart de l'Europe face aux invasions de l'Orient, de l'Asie, face aux Mongols, face aux Tatars. Et la Russie va pouvoir s'en libérer, mais elle va perdre quelques siècles dans l'équation, elle va prendre du retard, qu'elle va payer à l'arrivée. Alors, évidemment, la Renaissance va aboutir aux Lumières, notamment en France et en Allemagne. En Allemagne, c'est la Aufklärung, l'éclaircissement, les Lumières, the Enlightenment en anglais. Voilà. Et évidemment, nous les Français sommes en tête de tout cela. Chaque nation d'Europe offre le meilleur d'elle-même. L'Allemagne offre la musique classique. Bach, Beethoven, Mozart. Alors que la France offre Rousseau, Voltaire, Diderot, l'encyclopédie. Évidemment, il y a tant d'autres penseurs qu'on pourrait citer. Mais
les Lumières arrivent. Alors bien sûr, les Lumières, c'est Kant, aussi en Allemagne, c'est Hegel, c'est même Marx à certains niveaux, et d'une certaine manière, Nietzsche est l'héritier à la fois de la Renaissance et des Lumières. Mais là, on va très loin dans le 19e siècle. Ce 18e siècle est le siècle du doute. Le christianisme a été à l'origine de l'Europe, mais on se souvient finalement qu'elle vient aussi d'ailleurs. Alors les protestants qui réagissent à la Renaissance s'en moquent. Ça ne les dérange pas d'aller puiser dans l'Ancien Testament directement. Mais pour d'autres Européens, pour d'autres savants, cette origine orientale du christianisme les dérange. On pensera à Gibbon et son histoire de Rome, et Voltaire ou d'Holbach. Évidemment, ils sont durs dans leur critique. Ils veulent s'émanciper de la religion en général, mais découvrent les charmes du paganisme, sans évidemment l'adopter. Les Lumières engendrent le romantisme du 19e siècle. En France, l'école du Parnasse, des poètes de talent, comme Mallarmé, le comte de Lille, José María de Heredia, et tant d'autres. Et puis cette fameuse Révolution française de 1789, la chute d'une monarchie, pourtant millénaire, dans la légende. 1789, le tiers-État s'empare du pouvoir contre la noblesse et contre l'Église. Évidemment, le serment du jeu de paume fonde la nation. Il y a ce citoyen, M. Chauvin, qui dit en 1792 « Vive la nation » lorsque l'armée française, républicaine, pas encore républicaine d'ailleurs, proto-républicaine, se montre à Valmy, gagne sans trop de difficulté puisque l'adversaire se défausse. La République française va naître. Elle naîtra dans le sang également. Les Vendéens et la tête coupée du citoyen Capet, Louis XVI, innocent des crimes qu'on lui impute, mais pourtant condamné par l'histoire. Cette Révolution française ne sait pas s'arrêter. C'est Napoléon Bonaparte qui va y mettre fin. Son coup d'État de 1804 est clair. L'Empire vient de naître d'une certaine manière. 1799-1804, évidemment. Je suis allé un peu vite en besogne. Le consulat mène à l'Empire. Il est César et il devient Auguste. C'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est un conquérant. Il rêve de soumettre l'Europe à la France et ne découvre l'Europe que quand il est en exil à Sainte-Hélène, où là il se rend compte que l'Europe est une grande république et rêve d'avoir imposé les mêmes lois et la même monnaie à toute l'Europe. Mais Napoléon Bonaparte, en tant qu'empereur, pense plus à mettre sa famille sur les trônes, se mettant à dos les populations, au lieu de faire l'unité de l'Allemagne. Et Beethoven lui avait dédié sa symphonie 3 Eroica avant de se reprendre. Au lieu de faire l'unité de l'Italie, il les soumet à sa famille et à la France. Il rate l'Europe. En ratant l'Europe des nations, qui aurait pu devenir l'Europe-nation sous son règne, Napoléon n'est plus l'homme de la Révolution, il n'est plus le citoyen Bonaparte, il n'est plus le premier consul, il est un roi comme les autres. Pour le serf russe, qui a intérêt d'avoir Napoléon à sa tête, il a déjà son tyran local, c'est le tsar. Et en plus, Napoléon ne casse pas le servage, il ne vient pas en Russie pour libérer le peuple. Entre le tyran du coin qu'on connaît et qu'on sait amadouer et un tyran étranger, on choisit toujours le tyran local. Napoléon n'a pas su amener le code civil, le code pénal russe. Il méprisait trop les Russes pour le faire. Les Russes sont punis. Et en 1815, qui est dans les rues de Paris? L'armée russe. Première fois que l'armée russe se met en avant à ce point. Alors vient le 19e siècle. Napoléon Bonaparte a échoué à faire cette Europe qu'il n'a pas voulu faire. Et qu'a-t-il engendré? Le congrès de Vienne. C'est le congrès des nations, c'est le congrès du nationalisme, d'une certaine manière. Alors, à ce moment-là, évidemment, le nationalisme apparaît comme une idée de gauche. Les monarques, y compris le tsar, s'en méfient. Ils veulent un peu, on va dire, figer la situation. Ils ne veulent pas que la nation polonaise revive, par exemple. Napoléon Bonaparte avait fait revivre temporairement la Pologne. Ils veulent rester des empires. Le tsar, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche-Hongrie, de la future Autriche-Hongrie, veulent la stabilité. L'ennemi, pour eux, c'est la France. Quant à l'Angleterre, ce qui l'intéresse, c'est que l'Europe soit divisée. Elle a peur d'un front européen contre elle. Elle a préféré jouer la carte de la Russie contre Napoléon, comme elle a financé les Chouans à un certain moment pour fragiliser la République. C'est le jeu des Anglais. Diviser pour régner. Alors ils vont le faire. L'ennemi de l'Europe au XIXe siècle, c'est la France. Pourquoi? Paradoxe, c'est paradoxe. Parce qu'on se méfie d'elle. Les idées de la Révolution française et Napoléon ont bouleversé l'Europe. Mais les nationalismes sont là. Parce que Napoléon Bonaparte n'a pas fait l'Europe, c'est les nationalistes qui ont la main.
Mazzini et Garibaldi en Italie, même si Mazzini est pas pro-européen en réalité, puisque de la jeune Italie, Giovanni Italia, ils fondent ensuite la jeune Europe, Giovanni Europa, mais les nationalistes allemands s'opposent, et sont républicains d'ailleurs, et s'opposent à la Prusse. Paradoxe des paradoxes, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne qui fera l'unité de l'Italie, avec Cavour, et c'est la Prusse qui fera l'unité de l'Allemagne, face à Napoléon III, qui maladroitement déclare la guerre à la Prusse, créant ainsi l'Allemagne, et en plus connaissant une punition à Sedan. Napoléon III, grand empereur bâtisseur, mais piètre diplomate, piètre stratège, amène la France vaincue à subir l'occupation allemande. La Commune de Paris, qui sera écrasée dans le sang par Thiers, une réaction nationaliste et socialiste à cette occupation allemande. Mais les Prussiens préfèrent la stabilité de Thiers et de la Troisième République naissante. Alors, la France, en 1870, veut sa revanche. Elle a perdu sa patrie alsacienne. L'Alsace et la Moselle sont tombés dans l'escarcelle allemande. Bien sûr, c'était des territoires qui parlaient un dialecte allemand, mais pour les Français, et pour les habitants eux-mêmes, c'était la France. Et Bismarck le sait très bien. Bismarck, qui a organisé la stratégie de piéger Napoléon III, sait que la France peut et veut sa revanche. Peut l'engager, cette revanche aussi. Alors, il faut isoler la France. Et Bismarck va réussir à maintenir l'Europe en paix au détriment de la France. Comment fait-il? Eh bien, tout simplement, d'abord en matant les appétits de l'Autriche-Hongrie. La bataille de Sadowa de 1866 avait déjà un peu expliqué les choses, et surtout en faisant un pacte avec la Russie. C'est l'alliance entre l'Allemagne et la Russie qui maintient la paix de 1871 à 1914. Et c'est parce que Guillaume II a mis fin à cette alliance que la guerre de 14 a été déclenchée. Voilà un des moments historiques forts que je vais évoquer un peu plus longuement maintenant, le drame de la Première Guerre mondiale. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui amène à cela? L'Europe n'existe pas en tant qu'unité politique, on l'a vu, Napoléon Bonaparte n'a pas su faire l'unité. L'Europe est tenue par les empires. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont alliés. Et au nom du pan-germanisme qui commence à émerger et qui sera l'idéologie de Guillaume II, cette alliance leur paraît naturelle. Malheureusement, de notre manière, la Russie défend le panslavisme. Pan-germanisme et panslavisme s'opposent. Pourtant, Bismarck avait su maintenir la paix entre la Russie et l'Allemagne. Il fallait maintenir à tout prix cette paix. En la rompant donc, Guillaume II commet une faute majeure. Et les alliances s'en réalisent. Puisque la Russie et l'Allemagne se font désormais face à face, la France, qui était alors isolée, choisit la carte russe. Les Anglais se méfient de l'Allemagne depuis que Guillaume II a eu l'idée, la sottise, de créer une marine allemande. Or, les Britanniques considèrent que l'espace maritime est à eux. En construisant une marine allemande, il inquiète les Britanniques. Les Britanniques vont donc se rapprocher de la France. France, Russie, Royaume-Uni. Voilà la triple entente qui vient de se mettre en place. En face, bien sûr, de cette triple entente, il y a une triple alliance. L'Italie, qui retournera sa veste par la suite, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, plus loin, l'Empire austro-hongrois et la Bulgarie, mais c'est plus marginal. Et la petite Serbie est au milieu de tout cela. Que se passe-t-il alors, donc, pauvre Serbie? La Serbie a réussi à être indépendante depuis 1835 environ. Elle l'a gagnée à la sueur de son front et au sang de ses combattants. De même que la Grèce s'est libérée vers 1830 du joug ottoman, on pensera à l'héroïsme des combattants grecs de mythologie, avec Lord Byron, le grand poète britannique, avec eux. Mythologie sera détruite par les Turcs, mais la Grèce a gagné sa liberté du jour où les puissances d'Europe occidentale se rendent compte du traumatisme que ce serait de l'abandonner. La Grèce est sauvée alors qu'elle était au bord de l'effondrement, abandonnée de tous. Heureusement, cette fois-ci, les Européens ont sauvé les Grecs. On aurait aimé qu'ils le fassent à plusieurs reprises ensuite. Voilà donc cette pauvre Grecque qui est indépendante, mais pas encore unie, et la Serbie est indépendante. Le problème, c'est que l'Empire austro-hongrois a eu l'idée, la sotte idée, d'annexer la Bosnie-Herzégovine. Or, dans Bosnie-Herzégovine, il y a bien sûr des Croates catholiques, il y a des Bosniens musulmans, qu'on appelle bosniaques, qui ne posent pas visiblement de problème à l'Empire austro-hongrois, mais il y a des Serbes orthodoxes. Or, voilà que des Serbes orthodoxes sont donc annexés par l'Autriche-Hongrie, alors que la Serbie vient d'être indépendante et veut unifier son peuple. C'est un problème. C'est à ce moment-là que va naître un terrorisme serbe. La fameuse main noire, qui en Bosnie et Herzégovine commet des attentats.
jusqu'au jour où c'est carrément François Joseph qui est tué par un attentat d'un nationaliste serbe de Bosnie. Le gouvernement serbe n'y est pour rien, mais l'Autriche-Hongrie estime qu'il est responsable et lui met un ultimatum. Et c'est là que le jeu catastrophique des alliances va se mettre en place. La Serbie est slave orthodoxe. Slave orthodoxe, la Russie se sent concernée. Et donc la Russie apporte immédiatement son soutien à la petite Serbie. L'ultimatum d'un mois tombe. La Serbie ne pouvait évidemment pas accepter que la police autrichienne aille faire une enquête sur son propre sol. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne est solidaire de l'Autriche-Hongrie. La Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. La France mobilise. C'est terminé. C'est lancé. Voilà la catastrophe de 14-18 enclenchée pour les absurdités territoriales très localisées. Mais c'est l'engrenage. L'Allemagne occupant la Belgique, l'Angleterre entre en guerre, et voici donc la Première Guerre mondiale, qui aurait été essentiellement une guerre civile européenne, comme disait Victor Hugo à la grande époque. Toute guerre entre Européens est une guerre civile. Cette guerre civile fera 8 millions de morts et détruira l'Europe, en tout cas une partie. Alors évidemment, on aurait pu espérer qu'un des camps gagne rapidement. Et c'est peut-être ce qui va se passer. On va se retrouver avec une guerre de tranchées qui va durer 4 ans. Une guerre longue, une guerre dure, une guerre qui ruine l'Europe, y compris l'Angleterre, et qui mettra les Américains en tête comme première puissance mondiale. Ils interviendront en 1917 et l'intervention américaine, changeant le rapport de force à l'Ouest, fera battre l'Allemagne. En Russie, c'est la catastrophe. Le tsar a accepté cette guerre. Raspoutine l'avait mis en garde. S'il y a une guerre, la famille royale sera tuée. Eh bien, c'est ce qui va se passer malheureusement. Mais Raspoutine ne le verra pas de son vivant. Il aura été tué par un nationaliste russe bien avant. Alors, la Russie tsariste s'effondre. Révolution de février 1917, puis coup d'État des rouges, des communistes, des bolcheviks, les majoritaires, avec Lénine, en octobre 1917. La Russie va connaître le joug d'un totalitarisme terrible, qui va décimer sa paysannerie, décimer sa bourgeoisie, faire fuir beaucoup d'intellectuels et conduire à une guerre civile jusqu'au moins en 1921. Ensuite, il y aura Lénine, Staline, et des millions de morts, du goulag ou d'ailleurs, ou de la famine en Ukraine, en Russie et partout. Voilà le triste bilan du bolchevisme, conséquence de la Première Guerre mondiale. Évidemment, le front de l'Est, à ce moment-là, est libéré, mais l'Allemagne, face à la France, au Royaume-Uni et désormais aux États-Unis et aussi à l'Italie, ne peut pas gagner. Alors, l'Allemagne ne va pas gagner, simplement qu'elle va perdre, mais malheureusement, il y a d'une certaine manière, quand on regardera l'histoire par la suite, eh bien, il n'y a pas d'occupation du sol allemand par les troupes alliées. Donc, pour beaucoup d'Allemands, l'Allemagne n'a pas perdu la guerre, puisqu'elle n'a pas vu les conséquences de cette défaite. Voilà une histoire bien malheureuse qui va avoir des conséquences tragiques, et c'est là que je vais vous lire un petit passage que j'ai écrit à ce dessin, parce que c'est un sujet ô combien sensible que l'entre-deux-guerres et la montée des fascismes, bien sûr, et leurs conséquences dramatiques. Le Congrès de Versailles signe la fin de la Première Guerre mondiale. Chaque nation, en fonction du résultat obtenu, va réagir différemment. Pour le Royaume-Uni, qui est détrôné désormais par les USA, il s'agit de maintenir les fameux équilibres en Europe. D'où sa volonté de modérer les demandes en réparation de la France vis-à-vis de l'Allemagne, car ils ne veulent pas, évidemment, Britanniques, que la France soit trop puissante. À ce moment-là, la France est considérée comme la première armée d'Europe, comme la première puissance d'Europe. Donc il faut modérer cette France et éviter que l'Allemagne sombre trop. Le Royaume-Uni ne changera d'attitude à l'égard des Allemands qu'après les accords de Munich. Effectivement, les revendications d'Hitler vis-à-vis du corridor de Danzig amèneront les Britanniques à changer de stratégie, renforceront Churchill et demanderont aux Polonais de résister. Parce que les Polonais vont résister, la guerre sera déclenchée. Pour la France, plus jamais ça. Le pacifisme domine l'opinion. Désarme la France face à Hitler. Explique aussi la défaite record de 1940. Mais elle protège aussi la France de l'entre-deux-guerres du fascisme. Doriot ne percera jamais. Pourquoi? Parce que le fascisme, naturellement, prône la guerre et non la paix. Or, la France n'aspire qu'à la paix. Et même les croix de feu du Collège de la Roque, cette droite nationale de l'époque, dont certains disent qu'elle aurait pu gagner les élections en 1940, n'aspirait qu'à la paix. Le peuple français ira à la guerre
comme un poulet va à l'abattoir. Pas convaincu, pas décidé. Il y aura d'ailleurs cette drôle de guerre où la France ne sait pas s'il est en guerre ou pas, jusqu'à ce que l'Allemagne applique le plan Schlieffen, déferle sur la France en juin 40 et en 3 semaines emporte la mise. Il faut dire que les génies stratégiques de la France, les grands généraux, avaient trouvé intelligent de faire une ligne Maginot qui s'arrêtait aux frontières de la Belgique. Résultat, quand la Belgique est envahie, la France est sans frontières. Elle est sans protection. Grand génie stratégique, évidemment. Les murs, de toute façon, n'ont qu'un temps, et surtout un mur qui n'est pas construit jusqu'au bout ne sert à rien. Alors l'Italie, l'Italie, elle est dans le camp des vainqueurs, certes, mais les vainqueurs, les Alliés avaient promis beaucoup à l'Italie, et ils ont offert peu. L'Italie est la grande perdante finalement de ce traité de Versailles. Elle est très perdante. Elle n'a même pas Fiume. Elle n'a même pas cette ville de Fiume que Gabriele D'Annunzio va essayer de conquérir. Ça va amener un phénomène politique bien connu qu'on appelle le fascisme. Car cette vexation, effectivement, va engendrer une volonté de revanche. Une nation prolétarienne dans son esprit, qui se sent opprimée, va naturellement se porter vers un ancien socialiste, reconverti en nationaliste, Benito Mussolini. Ce dernier fondera le fascisme italien et s'alliera ensuite à Hitler, estimant que ce dernier a une radicalité révolutionnaire supérieure. Cette alliance avec Hitler fait qu'il sombrera avec lui, évidemment, à la différence du régime réactionnaire et non fasciste, comme ceux de Salazar et de Franco, qui survivront et qui resteront jusque dans les années 70 même. La Russie tombe donc dans ce bolchevisme, au prix de millions de morts, en commençant par les koulaks, ces paysans russes sur lesquels repose l'agriculture, et dont la disparition causera bien des famines, dont le fameux Holodomor, ou génocide par famine des Ukrainiens, nationalistes ukrainiens qui oublient bien souvent que beaucoup de Russes et de Biélorusses sont aussi morts de cette famine, et pas seulement les Ukrainiens, malheureusement pour tous ces peuples d'Europe de l'Est. La Russie ne s'en libérera qu'à la fin du XXe siècle, dans la douleur, dans la ruine économique des années Eltsine, et dans la pénible remontée sous Poutine, dont il ne faut pas surestimer le bilan. L'Allemagne, elle, est clairement vaincue, mais elle ne le sait pas vraiment. Ses généraux lui font croire qu'elle n'a pas été vaincue sur le champ de bataille, mais trahie. C'est un peu facile, mais ça va avoir des conséquences. Donc l'Allemagne n'est pas occupée sur son sol. Les généraux allemands ne veulent pas assumer cette défaite. Ludendorff et Hindenburg, par exemple. Ah non, il n'est pas question pour eux d'assumer cette défaite. Alors il faut des coupables, il faut des boucs émissaires. Le premier bouc émissaire naturel, c'est cette jeune république de Weimar qui vient de se créer. On l'accuse d'avoir trahi l'armée allemande, d'avoir empêché la victoire, parce que, en se déclenchant, elle met fin au régime de Guillaume II. C'est en réalité le contraire. C'est bien parce que l'Allemagne était vaincue que la République est née, et pas autrement. Mais Ludendorff et Hindenburg et d'autres ne l'entendent pas de cette façon. L'honneur allemand de son armée vaut plus que la vérité. Cela aura des conséquences, évidemment. Alors, quelles conséquences d'abord? Tout simplement qu'il y a un jeune homme, un jeune Autrichien qui s'est rallié à l'armée allemande, qui a fait la guerre de 14-18, et qui, sortir de la guerre, ne sait plus trop où il est. Alors, il va adhérer à la social-démocratie, quelque chose qui sera bien caché par lui par la suite. Et s'enthousiasme paradoxalement pour le mouvement socialiste du Bavarois d'origine israélite, Kurt Eisner. Paradoxe des paradoxes. Il est vu dans la foule au moment de l'hommage à la mort, à l'assassinat de Eisner. Garde rouge de la révolution bavaroise, il est retourné par les services de l'armée, la Reichswehr. Voilà. Bien entendu, en tant que jeune Autrichien, il avait été sensibilisé certainement au thème du nationalisme allemand et de l'unité de l'Allemagne, mais c'est bien l'armée allemande qui lui donne son logiciel. Ce jeune Autrichien s'appelle Adolf Hitler. Il sera pris en main, d'abord par une société plus ou moins secrète, la société dite de Thulé, et par un mentor, Dietrich Eckart, qui va lui mettre tout le logiciel en tête, qui sera le sien par la suite. Car dans les boucs émissaires, il n'y a pas seulement les républicains, la gauche, d'une certaine manière. Pour l'armée allemande, pour les Junkers, il y a un autre traître, les Israélites d'Allemagne. Ceux-ci ont pourtant été des combattants normaux qui ont fait leur devoir pour l'Allemagne, comme n'importe quel citoyen. D'ailleurs, en France, un Maurice Barrès, qui a pourtant été un chantre de l'antisémitisme le plus absolu, reconnaît aux Juifs français qu'ils ont fait leur devoir et les accepte dans la société française alors qu'il les refusait auparavant sous l'influence d'un Drummond.
Le changement de Barès n'a pas lieu en Allemagne, parce que la France a vaincu et l'Allemagne a perdu. Alors, le logiciel antisémite, qui est présent en Allemagne depuis 1879, depuis son inventeur, Wilhelm Marr, évidemment, va ressurgir. Si l'Allemagne est perdue, c'est la faute des Juifs, évidemment, dans l'esprit de ces gens-là. Et évidemment, ça aura une conséquence que vous devinez. Alors, toutes ces thèses vont être prises par Hitler, mais elles vont être radicalisées, totalitarisées, extrémisées. Le national-socialisme naît de cette humiliation à laquelle il veut apporter une réponse qui ne peut être qu'une revanche. Et d'abord une revanche contre la France, l'ennemi absolu, cité dans Mein Kampf. La France est l'ennemi absolu de l'Allemagne, selon lui. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de troupes coloniales par la France lui donne l'impression que la France a tourné le dos à l'Europe, ce qui n'était évidemment pas le cas. La force noire du général Mangin n'était qu'un coup stratégique limité, sans véritable impact. Mais dans l'idée de ce jeune Autrichien devenu allemand, tardivement allemand d'ailleurs, pas avant 1926, eh bien, la France est l'ennemi à abattre, la revanche. Alors bien sûr, la France va être punie, entre guillemets, en 3 semaines, malgré le courage de beaucoup de combattants français qu'on oublie souvent, et aussi du général de Gaulle, qui a été remarquable sur le champ de bataille. Eh bien, la France est vaincue. Maréchal Pétain veut la paix à tout prix, et s'imagine finalement qu'il faut expier le Front populaire. Sa stratégie ambiguë, car en réalité il n'est pas tant pro-allemand que ça, va l'amener à une condamnation à mort commuée en prison à perpétuité. C'était assez logique. Tous ceux qui ont pris position à ce moment-là dans leur pays occupé ont payé le prix. En Grèce, le maréchal Nedić en Serbie, et évidemment Pétain. Époque sombre, époque difficile, époque terrible, où certains ont fait les bons choix, a posteriori c'était les bons choix, et d'autres ont fait des choix catastrophiques qu'ils paieront bien parfois et bien souvent de leur vie. Alors, voilà ce qui s'est passé historiquement, cette humiliation donc contre la France. Évidemment, il y a la peur du communisme, parce que pour que Hitler arrive au pouvoir, évidemment, il faut jouer de la peur du bolchevisme et du communisme menaçant. Or, Staline veut la paix avec Hitler. Le paradoxe est là, contrairement à ce qu'on croit. Staline, d'ailleurs, admire Hitler, et Staline est un nationaliste russe, antisémite par ailleurs. Donc, finalement, entre le national-bolchevique Staline et le national-socialiste Hitler, ils sont faits pour s'entendre. Sauf qu'entre-temps, il y a d'autres choses. D'abord, Hitler est persuadé que la Russie de Staline est totalement aux mains du peuple juif, ce qui est extrêmement ridicule, évidemment. Et autre chose, il a cette théorie de domination absolue des Slaves. Les Slaves, pour Hitler, ne sont pas des Indo-Européens, ce sont des peuples inférieurs, asiatisés. Il faut donc les détruire ou les soumettre. C'est le principe de l'espace vital. Cela rend impossible, évidemment, une stratégie intelligente de libération du peuple russe, du joug communiste. L'armée Vlasov ne naîtra qu'en septembre 1944, soit à peine 8 mois avant la défaite. Tout cela, évidemment, très significatif. Napoléon n'a pas su amener le code civil et le code pénal aux Russes, il l'a payé. Hitler leur refuse même le droit de vivre, il le paiera, évidemment, au plus haut point. Alors, évidemment, il y aura aussi ce pauvre peuple juif qu'il accuse de tous les maux et dont il voudra assurer la disparition. Vous le savez bien, malheureusement. Face au peuple slave, donc, il ne cherchera pas à les libérer, mais à les détruire ou à minima à les asservir, selon une doctrine de domination qui aurait fait frémir les Spartiates eux-mêmes. Mais le peuple russe tiendra bon, et il sera vainqueur, certes à un prix immense, plus de 25 millions de morts. Ce n'est plus une guerre de position comme en 14-18, mais une guerre d'anéantissement de l'adversaire, au service d'une Allemagne dominant l'Europe, et non d'un projet européen qui n'a jamais existé que dans la tête de certains souverainistes français de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Effectivement, une Europe française sous Napoléon ou une Europe allemande sous Hitler, ça n'est jamais l'Europe, c'est une anti-Europe, car l'Europe ne peut être qu'européenne, c'est-à-dire traiter tous les Européens sur un parfait pied d'égalité. Pour vaincre l'Axe et aussi le Japon, les Alliés devront eux aussi durcir terriblement leur approche. Hiroshima et Nagasaki seront rayés de la carte par des bombes nucléaires américaines. Dresde sera bombardée. 17 millions d'Allemands fuiront devant l'armée rouge, celle-ci étant animée d'un terrible esprit vengeur. Il faudra que les Alliés se définissent comme le corps du bien pour justifier de leurs actes. Il faudra pactiser avec Staline, qui continuera jusqu'à sa mort en 1953 à tuer son propre peuple et qui dominera toute l'Europe centrale et orientale. Enfin, un grand procès jugera les vaincus au nom d'un droit international qui finira par se retourner contre les vainqueurs qu'il désarmera face à de nouveaux périls. En effet, c'est là qu'un élément décisif et déterminant de l'histoire de l'Europe va avoir lieu. Et il faut l'aborder avec beaucoup de subtilité et de finesse. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Ce droit international, évidemment, est logique. Il s'agit d'empêcher de nouvelles guerres. Il s'agit d'empêcher des nouveaux crimes. Est-ce que ça va marcher? La guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak et ailleurs ont-elles été empêchées par ce droit international, par cette ONU qui remplace la SDN? Absolument pas. Mais c'est vrai que la situation est figée pendant un demi-siècle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour gagner, il a fallu s'allier avec Staline et avec les communistes. Les communistes vont prendre la part du lion. Toute l'Europe centrale et orientale tombe dans leurs mains. L'Europe est coupée en deux. L'Allemagne est coupée en deux. Berlin est coupé en deux. C'est dire. Alors, 45 ans de communisme. 45 ans de communisme qui vont couper les Balkans, qui vont couper une partie importante de l'Europe du développement économique de l'Ouest. Certes facilité par le plan Marshall américain. La société de consommation n'a pas que des avantages, car l'enrichissement est réel, mais la décadence morale l'accompagne naturellement. Il y a une conséquence naturelle de mai 45. C'est mai 68, 23 ans après. Après 1945, les vainqueurs, Churchill, De Gaulle et les autres, sont toujours dans le vieux logiciel classique, habituel. Pour De Gaulle, pour Churchill, l'Europe est la plus grande des civilisations. L'homme européen, pour ces gens-là, est évidemment supérieur. C'est leur vision des choses. C'est la vision de Churchill, c'est la vision de De Gaulle, c'est la vision aussi de la plupart des autres, de Adenauer et de tous les grands dirigeants de l'Europe occidentale et des Américains aussi. Eisenhower et d'autres. C'est comme ça. Mais il va y avoir la décolonisation. Une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est la perte de l'empire colonial. Pour le Royaume-Uni, pour les Pays-Bas, pour la France, et puis ensuite pour le Portugal, qui va tarder à se séparer de l'Angola et du Mozambique. Salazar, et son remplaçant plutôt d'ailleurs, tombera par la révolution des œillets à cause de ces guerres coloniales. Quant au régime de Franco, Franco voudra rétablir une monarchie avec donc Juan Carlos, qui dès le départ trahira Franco assez rapidement et instaurera la République. Les guerres coloniales. Alors évidemment, la France est en tête de tout cela. Les Pays-Bas se sont battus en Indonésie et la France va connaître 16 ans de guerre coloniale. Plus que n'importe qui. Le Royaume-Uni va assez rapidement abandonner l'Inde. Il y aura plus de problèmes en Palestine avec la naissance d'Israël et le terrorisme israélien contre les Britanniques qui ne veulent pas partir et qui seront contraints de partir finalement. L'Inde devient indépendante, le Royaume-Uni crée le Commonwealth et finalement s'en sort pas trop mal. Et la France alors? La France, elle va essayer de garder à tout prix l'Indochine. 8 ans pour prendre une punition à Dien Bien Phu. Dans la cuvette de Dien Bien Phu, l'armée française est battue. La France a perdu. Les Américains, qui se croient les plus malins, vont nous remplacer face au communisme. Et on sait très bien que les Américains, eux aussi, seront vaincus. Match nul en Corée. Donc la Corée coupée en deux. Défaite au Vietnam. Alors la France continue. En 54, c'est l'Algérie. Appelle l'Indochine ayant vaincu, l'Algérie commence à vouloir son indépendance. Problème, en Indochine, il y avait très peu de Français. En Algérie, il y a 1 million de colons français et européens. Alors, c'est plus compliqué de donner l'indépendance. La France va donc mener 8 ans de guerre. 54, 62. 8 ans de guerre pour abandonner tout de suite, rapidement, l'Algérie dans des conditions que l'on connaît. Parce qu'un coup de fil américain a fait comprendre au général de Gaulle qu'il avait intérêt à obtempérer. Déjà, la France, en 1956, alliée des Royaumes-Unis et d'Israël, avait dû reculer à Suez par la pression simultanée des Soviétiques et des Américains. La France, en 1956, avait été humiliée, évidemment. Alors, malheureusement, tout cela a des conséquences. Certes, il y a cette construction européenne. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. La construction européenne commence en partie par l'économie, avec la fameuse CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, en 54. Enfin, en 50 même, je dis une bêtise. Alors, ensuite, la méthode Monnet-Schuman, la fameuse méthode Monnet, Jean Monnet et Robert Schuman, va tenter de faire une Europe politique. Cette fois-ci, une fois la CECA faite, on va faire une communauté européenne de défense, la CED. Et comme il n'y a rien de plus souverain que la défense, que l'armée, alors, il faut faire une communauté politique européenne, la CPE. La CPE ne parle à personne. C'est normal, elle n'a jamais eu lieu. Pourquoi? La France propose, les 5 autres partenaires de l'Europe acceptent, et la France qui propose bloque
sa propre proposition. Pourquoi? Parce que le PAL Mendes France, voulant rester président du Conseil en 54, n'a même pas le courage de mettre la responsabilité de son gouvernement dans la balance. Résultat, les communistes qui travaillent pour les rouges votent non, les gaullistes votent non, et finalement une partie des socialistes votent non. La communauté européenne de défense, à cause de la France qui pourtant l'a proposé, ne verra jamais le jour. Or, est-on mieux avancé en 2020? Y a-t-il une armée européenne? Absolument pas. Depuis l'échec de 54, il n'y a jamais plus eu de tentative de faire une Europe politique. Et nous ne sommes toujours pas dans une Europe politique. Alors évidemment, en 57, on se rabat sur l'économie. Puisqu'on n'y arrive pas comme ça, on va faire un marché commun. On va lier les pays d'Europe entre eux par l'économie, on va les unir ainsi, et à l'arrivée, on aura l'Europe politique. Est-ce que ça a marché? La réponse est évidente. Est-ce que vous avez une Europe politique aujourd'hui? Absolument pas. Vous n'avez aucune Europe politique. Vous avez un grand marché commun qui s'appelle maintenant Union européenne, qui est capable de faire des règles juridiques extrêmement précautionneuses sur la taille de la rondelle du saucisson, mais qui n'a aucun pouvoir régalien, qui ne décide de rien. Il n'y a pas d'armée européenne, c'est l'OTAN, c'est-à-dire la tutelle américaine. Bon résultat. Donc pas d'Europe politique en 2020, pas d'Europe politique depuis 54. C'est assez terrifiant. Évidemment, nos dirigeants, Macron et Merkel aujourd'hui, nous parlent de souveraineté européenne. Il faut une Europe politique. Ça fait des années qu'ils le disent, mais ils ne font rien pour. Au contraire. Ils savent tous les efforts. Puisque de toute façon, ils confondent Europe politique et mondialisme. Et évidemment, ça n'a rien à voir. Alors, dans ces malheurs-là, que peut-on dire? On peut dire que Dominique Vénère, que je citais au début, avait vu juste que lorsqu'il fonda Europe Action dans les années 60, ou Thierry Art, lorsqu'il fonda Jeune Europe, ils avaient compris qu'il fallait faire une Europe politique, mais identitaire. Une Europe pour les Européens et par les Européens. Pas pour le monde entier. Pas pour un Bérou qui nous explique qu'il faut faire l'Europe pour aider l'Afrique. Évidemment que non. Il faut faire l'Europe pour sauver l'Europe. Tout simplement. Alors évidemment, cette construction européenne, on va en parler un petit peu, mais vous avez bien compris que, bien que je sois un partisan totalement acharné d'une Europe politique complète, je ne peux que reconnaître l'échec temporaire, en tout cas, de cette Union européenne d'aujourd'hui, qui est impopulaire parce qu'elle ne résout pas les problèmes des gens, alors que les États, pourtant, sont les principaux responsables des problèmes que les peuples ont. C'est le paradoxe. Il n'y a pas d'Europe politique. Il ne s'agit donc pas d'attaquer une Europe politique qui n'existe pas. Il s'agirait de la faire. Alors, le bilan moral de mai 68 est également très intéressant, parce que mai 68, conséquence de mai 45, comme je l'ai dit, évidemment, amène au libertarisme moral, à la décadence morale, que l'Europe de l'Est ne connaîtra pas. Quelles sont les conséquences de mai 68? Assez naturellement, l'immigration, qui ne cessera d'augmenter, les revendications des minorités, tout un chemin qui mènera à la société d'aujourd'hui. Voilà. Le pire est cette décadence morale, et c'est un païen qui vous le dit. Alors, c'est dire. Alors, allons vers la conséquence tragique de tout cela. Amenons-nous tranquillement vers la conclusion de notre émission, dont j'espère qu'elle vous a passionné ou pas, et vous ferez savoir de toute façon ce que vous en avez pensé. Mais j'ai essayé de vous donner le maximum de moi-même, et avec les qualités et les défauts qui sont miens. Voici la conclusion, elle sera terrible. À l'aube du XXIe siècle, l'Europe s'approche inexorablement de sa ruine et d'un gouffre par comparaison desquels la Crète minoenne et la Grèce mycénienne n'ont connu qu'un effondrement mineur. Divisés politiquement entre des États qui se regardent en chiens de faïence et une construction européenne, on l'a vu, au point mort, une Europe submergée par des flux migratoires croissants venant notamment de ses anciennes colonies et risquant de la dénaturer pour toujours, cette crise migratoire étant d'ailleurs renforcée terriblement par l'hiver démographique qui souffle de l'Islande à la Russie, puisqu'aucune de nos nations n'a désormais le taux de renouvellement de 2,1 enfants par femme, pas même l'Albanie que certains croient musulmane. Eh bien non, aucune nation d'Europe ne se remplace à elle-même. Alors quand on ne se remplace pas soi-même, par soi-même, par les nouvelles générations de son propre peuple, eh bien d'autres viennent vous remplacer et c'est naturel. Mais le problème, ce qui n'est pas naturel, c'est quand ces autres viennent parce que nos gouvernements le veulent. Parce que nos gouvernements l'ont décidé. Et ça est le paradoxe. Alors, à cette Europe qui connaît une nouvelle guerre froide vis-à-vis de la Russie, parce que les Américains la créent,
parce que les Américains veulent écarter la Russie du reste de l'Europe. Songez donc qu'une Europe qui irait de l'Islande à la Russie serait la première puissance mondiale et serait sans doute invulnérable. Les Américains n'en veulent pas. Alors cette Europe est aussi prise à la gorge par des exigences communautaires de toutes sortes, par des minorités ethniques, sexuelles et autres qui revendiquent tout pour elles et rien pour les autres. Et cette Europe est maintenue, en plus, dans une repentance perpétuelle par rapport à un passé qu'on lui refuse de faire passer. L'Europe doit vivre dans un passé d'il y a 70 ans en permanence, jusqu'à sa disparition. Là, est-ce terrible? Alors, la question se pose aujourd'hui. L'Europe court à sa perte, vous l'avez compris. 30 000 ans d'histoire pour rien. 30 000 ans d'histoire en jeu. Et l'Europe aura disparu au cours du XXIe siècle. Les derniers Européens étant alors réduits à vivre sur une terre qui ne sera plus la leur, tout cela tranquillement avant de s'éteindre. C'est pour ça que j'ai titré des origines à l'extinction. Cette extinction, malheureusement, si on regarde les faits, si rien ne change, si les Européens ne se réveillent pas, eh bien, ce sort qui nous est fait est terrible. Ça ne sera pas la première fois dans l'histoire. Certes, bien sûr, la civilisation sumérienne s'est effondrée. L'Égypte ancienne n'est plus. Quant à la Grèce et Rome, certes, ces civilisations ont disparu, mais leur peuple n'a pas disparu. Les Grecs et les Romains ont survécu en tant que Grecs modernes et Italiens, et en tant qu'Européens. La Grèce et Rome vivent en nous. Demain, la Grèce et Rome meurent avec nous. Si l'Europe n'est plus l'Europe, alors la Grèce meurt, Rome meurt, Stonehenge meurt, et peut-être que Stonehenge et Notre-Dame et tant d'autres finiront comme les Bouddhas du Bamiyan. Sait-on jamais, malheureusement. L'Europe est à la croisée des chemins. Vivre ou mourir. Il y avait un penseur français, Gaston Rioux, un syndicaliste, qui avait dit, comme ça en 1926, s'unir ou périr. Et ensuite avait écrit un ouvrage qui s'appelait La patrie européenne. Tout un programme. Nous n'avons pas eu l'Europe, nous avons eu la guerre. Je ne sais plus qui l'avait dit, Aristide Briand peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité. 30 000 ans d'histoire européenne, pour rien. Tout cela pour rien. Tout cela pour tout perdre, pour disparaître de l'histoire. Tout ça pour rien. Alors, vous voyez, chers amis, aujourd'hui, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider et d'agir en conséquence. Ou de ne pas agir et de savoir quel sera le résultat. Vous savez, le résultat à l'avance, vous le voyez. Vous savez très bien. Regardez les données démographiques. On vous annonce 2,5 milliards d'Africains en 2050, 4 milliards en 2100. Il n'y a pas besoin de sortir de l'école normale supérieure pour comprendre ce que ça veut dire. Vous le savez, je le sais. Après, est-ce que vous et moi aurons le courage de nous y opposer? Là est la question. Alors, ce sera l'extinction ou ce sera la renaissance, car il n'y a pas de position médiane. L'Europe doit être capable de vaincre. L'Europe doit être capable de s'en sortir. Les Grecs l'ont fait. Les Romains ont su le faire jadis. Les Germains n'ont pas détruit l'Empire romain, mais l'ont sauvé. L'ont sauvé de l'Orient d'une certaine manière. Là est le paradoxe. Malheureusement, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Toutes les nations d'Europe, et toutes les nations d'Europe, je le dis bien, sont menacées. La Russie elle-même est menacée. Toute l'Europe peut disparaître. Bien sûr, l'Europe centrale disparaîtra après l'Europe occidentale. Et la Russie sans doute disparaîtra après l'Europe centrale. Mais ne vous faites pas d'illusions. N'attendez pas une solution miraculeuse qui vienne d'ailleurs. La solution, elle est en vous et est en nous. Cette solution, elle ne dépend pas d'autre chose que de vous. L'Europe est en danger de mort, vous le savez. L'Europe est la plus grande civilisation de l'histoire, j'essaie de vous la démontrer. Bien sûr, j'ai évoqué certains passages trop rapidement. L'industrialisation, par exemple, qui est intéressante, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que les pays du Sud ou des Balkans sont médiocres parce qu'ils ont raté l'industrialisation des années 1820-1830. Forcément, l'Espagne et le Portugal vivaient de l'économie coloniale d'Amérique du Sud et des guerres coloniales des années 1820, et tous les Balkans étaient occupés de toute façon par les Ottomans et étaient en guerre. Comment voulez-vous qu'ils industrialisent? L'Europe de l'Ouest, elle pouvait le faire. L'Europe de l'Ouest pouvait investir. Donc c'est la France, c'est la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Italie, la Catalogne, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui vont industrialiser, qui prendront un avantage décisif. La Russie a rattrapé une grande partie de son retard, mais pas assez. Elle rattrape des siècles d'occupation tatare. Et la Russie a encore du mal avec les valeurs libérales du développement économique qu'il nous fallait. Mais en échange de cela, elle a gardé son conservatisme moral relatif. Poutine fait ce qu'il peut pour limiter la casse.
Voilà la situation, vous le savez autant que moi. Je ne vous l'apprends pas, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Courtoisie. Mais je voulais conclure par une note d'espoir. Les dormeurs doivent se réveiller. Et je ne doute pas un seul instant qu'à la fin, ce sera le cas. N'oubliez pas qui vous êtes. En vous, il y a les Indo-Européens. En vous, il y a la Grèce et Rome. En vous, il y a l'Empire carolingien. Il y a le sang des Vikings, le sang des Slaves, le sang des Baltes, le sang du roi Arthur, même s'il faut le dire, le sang du génie européen. Vous êtes des Européens, soyez fiers d'être Européens. Bien sûr, cultivez l'amour de vos patries charnelles, de la France ou de l'Allemagne, ou de la Bretagne, ou de la Sorabie, peu importe. Mais n'oubliez pas que nous sommes d'abord tous des frères nés d'un même sang. N'oubliez pas que notre destin est intimement lié et que nous sommes face au même péril, que nous avons les mêmes adversaires, les mêmes ennemis devant nous. Alors pourquoi ne pas nous unir? Pourquoi ne pas agir ensemble pour sauver la civilisation de la lumière, le phare que nous sommes? Mais un phare doit être loin des côtes pour être efficace. Nous devons rester le phare que nous sommes. Eh bien, ce phare, il ne faut pas l'assombrir. Ce phare, il ne faut pas l'éteindre. Alors, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Courtoisie, tous vous qui êtes des amis de l'Europe éternelle, je ne peux que vous inciter à une seule chose, vous réveiller, vous résister et renaître. Comme je l'ai dit, je ne doute pas un seul instant qu'à la fin, l'Europe vaincra. Merci, chers amis, et à bientôt pour un nouveau libre journal des Européens déconfinés. Vous venez d'entendre le Libre Journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 19 mai 2020 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît.